Aïe, ça pique les moustiques. En plus, j'ai l'ombre de l'olivier sur mon visage. Ouais, c'est drôle. Mais enfin, je suis fâchée avec certains de mes élèves. Oui, vous l'avez bien entendu. Pas avec mes élèves sérieux, motivés, avec mes élèves adultes qui se donnent à fond pour apprendre le français et pour passer les examens du DELF et du DALF. Mais surtout avec certains de mes élèves adolescents. Alors, je vais vous raconter l'histoire et je vais vous donner des conseils par rapport aux examens du DELF et du DALF, surtout pour le B2, DELF B2 et le DALF C1, C2. Je suis fâchée tout d'abord parce que certains ados pensent qu'ils vont réussir au DELF B2 en claquant des doigts, mais aussi rien qu'en faisant des cours avec le prof de FLE, le prof de français. Et je vous invite, si vous êtes prof de français, de m'écrire dans les commentaires si ça vous arrive aussi. Alors, vous le savez peut-être, je suis prof de FLE ici à Athènes, en Grèce. Tous les jours, je prends la voiture pour me rendre à mes cours que j'ai en présentiel. J'enseigne surtout dans des quartiers résidentiels, plutôt aisés, UP comme on dit en français, pour dire riches, où les familles, bien sûr, ont les moyens d'offrir une excellente éducation à leurs enfants. Et la plupart d'entre eux vont dans des écoles privées qui coûtent une fortune. Le français, alors, fait partie du package, du paquet. Les parents, bien évidemment, veulent ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants. Ce qui est génial et normal. Mais parfois, on croit que payer cher suffit et que l'argent de papa et maman suffit de décrocher un diplôme. Alors, ces ados, franchement, ils veulent le DELF B2, voire le DALF C1, mais ils veulent l'avoir comme ils ont eu le A2 et le B1. Un petit effort ici, une phrase clé par là, et hop, on obtient le diplôme. Sauf que ça ne marche pas du tout comme ça. En tout cas, le B2, le DELF B2 et le DALF C1 ou C2 exigent un travail sérieux, de l'assiduité, de la régularité. Il faut être exposé un maximum à la langue française, surtout quand on vit dans un milieu exolingue, c'est-à-dire un milieu non francophone, c'est-à-dire chez vous en fait, dans votre pays où on ne parle pas le français tout le temps et vous n'avez pas quelqu'un avec qui vous allez pratiquer, si ça n'est que votre prof de FLE. Alors, une de mes élèves très brillante, franchement, très brillante, en tout cas, elle était avec un super niveau, elle a quitté l'examen en plein milieu. Ouais, vous l'avez très bien entendu. Parce que tout simplement, elle s'est sentie perdue, désarmée, déstabilisée, car elle a fait face au véritable niveau du B2. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu as fait pendant 8 mois que tu lui as fait des cours? Je vais vous expliquer. Pendant 8 mois, c'est-à-dire à partir du mois de septembre, je lui donnais des cours 2 fois par semaine, pendant 1h30 le samedi et 1 heure le mercredi. Donc d'habitude, ce que je fais, c'est que je propose des cours du mois de septembre jusqu'au mois de mai, 2 fois par semaine minimum, avec un travail précis que je vais demander à être rendu chaque semaine. En fait, chaque fois que je vois mes élèves au cours. Ok, je donne des cours privés, bien évidemment. Alors, on a commencé les cours alors qu'elle avait déjà obtenu avec moi le A1, le A2, avec une note type 97 sur 100. Oui. Le B1, elle a commencé à lâcher. Elle a eu 76 sur 100. Elle aurait pu avoir 85, mais elle a commencé à ne pas travailler. Et au B2, elle a lâché prise. Elle a commencé à annuler les cours. Elle venait aux cours sans être préparée. Elle voyait le niveau. Je l'avertissais tout le temps que tu ne vas pas y arriver comme ça. Maintenant, ça rigole pas. Si tu dois travailler, c'est maintenant. Et pendant toute une année, enfin pendant 8 mois que je fais le travail, que je prépare les élèves pour la session de mai, elle ne m'a rendu que 4 productions écrites et 5 ou 6 monologues.
vous savez, si vous passez le B2, que le monologue et la production écrite, c'est à peu près la même chose en fait. À peu près. Si vous travaillez surtout l'un, vous travaillez aussi l'autre. Mais bon, le monologue a une technique précise aussi, et il y a les questions du débat qui suivent à la fin du monologue. Conseil numéro 1. Vous ne pouvez pas vous rendre au centre d'examen pour passer le DELF B2 ou le DALF C1 ou C2 si vous n'avez pas fait au moins 12 à 14 productions écrites et monologues. C'est le minimum syndical. Vous comprenez l'expression, le minimum syndical. C'est le minimum, tout simplement. En faisant juste 6 ou 7 productions écrites pendant toute une année, vous ne pouvez pas vous attendre à grand-chose. C'est pas possible. Sauf si vous vivez dans un pays francophone. Si vous êtes en France, ensuite, et vous êtes exposé au quotidien, là, peut-être que vous pouvez y arriver parce que vous êtes en train de parler la langue, vous êtes immergé dans la culture française, et là, oui, bon. Surtout si vous avez un travail où vous êtes obligé d'écrire, par exemple, de parler, etc. Je suis désolée pour le bruit, mais je suis à côté d'une petite route nationale, et bon, il y a du bruit. En plus, je lui parlais que en français. Je la connais depuis toute jeune, et alors que je parle couramment le grec, j'évitais le grec. Je parlais que en français. Elle savait que moi, je ne savais même pas très bien parler le grec. Ça, je le fais pour mes élèves parce que je pense que l'immersion linguistique est la clé. On me paye pour ça aussi, pour que j'expose mes élèves un maximum à la langue française. Sous la pression alors de son école privée, qui est une école prestigieuse, en fait c'est une des meilleures écoles, je dirais la meilleure école en Grèce, elle a dû laisser l'effort, même si elle avait tout pour réussir. Elle avait vraiment tout pour réussir. Et je l'appelais, elle ne répondait même pas à mes appels. J'ai parlé avec sa mère, bon, elle m'a dit qu'elle m'explique même pas, elle ne veut même pas m'expliquer ce qui s'est passé. Donc je suis allée chez elle, elle ne le savait pas, et j'ai parlé avec elle. Heureusement, elle s'est ouverte et elle m'a dit en fait que oui, elle a eu un gros souci avec l'oral. Elle était aussi assise au fond de la classe. Conseil numéro 2, très important. Quand vous allez passer des examens, si dans les classes, dans les lieux où on vous place pour passer l'examen, sur les tables, il n'y a pas votre nom écrit et vous n'êtes pas obligé d'avoir une table précise, si chez vous, vous avez toujours la façon traditionnelle de passer la compréhension de l'oral, le fameux listening, allez vous installer à côté du CD player. Pas très loin, pas à côté d'une fenêtre qui est ouverte où il y a du bruit à l'extérieur. Non. Donc le vrai problème, c'est quoi en fait? C'est d'avoir l'impression que parler un peu ou avoir une certaine aisance en français suffit pour passer ces examens. Eh bien non. Le B2, c'est un vrai palier. Il faut maîtriser les structures, la réformulation. Et qui dit réformulation dit synonyme. Le lexique, le vocabulaire du B2, à partir du B2, et jusqu'au C1, C2 bien sûr, il est interminable. Vous avez beau étudier des dictionnaires, quand vous irez passer les examens, vous allez certainement tomber sur du vocabulaire inconnu. Et ça sera soit le contexte qui va vous aider, soit vos connaissances en lexique, des synonymes pour pouvoir vous en sortir. La nominalisation aussi, c'est-à-dire savoir passer du verbe au nom ou du nom au verbe. Je ne parle pas de la grammaire, de la prononciation. Tout ça, normalement, vous maîtrisez déjà au B2. Et quand on vit dans un pays non francophone, c'est-à-dire un milieu exolingue, comme on dit en linguistique, ça veut dire qu'on n'est pas suffisamment exposé à cette langue, à la langue cible, en l'occurrence le français. On n'a pas le français autour de soi, des films par exemple, des conversations naturelles dans la rue. Donc il faut s'exposer un maximum, soit en suivant des podcasts, c'est très bien, suivez des chaînes sur YouTube, il y a des chaînes qui font un excellent travail. Faites-le, moi je suis vraiment pour,
Mais ça ne suffit pas non plus. Vous devez quand même passer du temps à écrire, des productions écrites et orales, à mettre en application tout ce vocabulaire, toutes ces structures de phrases, toutes ces expressions, les arguments et les exemples que vous devez maîtriser, que de toute façon, si on veut, même dans notre propre langue, si on veut bien s'exprimer, on doit toujours pouvoir convaincre l'autre personne avec des arguments clairs, suivis d'exemples concrets. Et si vous savez faire ça dans votre langue, vous pouvez toujours apprendre sans véritablement traduire vers le français, mais apprendre à dire les phrases correspondantes en français. Il faut donc s'exposer activement à la langue. Arrêtez de croire qu'on peut apprendre une langue sans effort régulier. Ce n'est pas possible. On vit à l'époque où on cherche la facilité, gain facile, gagner de l'argent facilement, apprendre quelque chose facilement, acquérir des compétences facilement. Non, ça n'a jamais été le cas parce que sans peine, eh bien, c'est pas possible. Alors, vous voulez réussir, travailler pendant 45 minutes tous les 2 jours, par exemple. Vous avez choisi de travailler pendant 45 minutes parce que vous n'avez pas plus de temps, vous avez des contraintes, parce que vous êtes occupé, le lundi, le mercredi, le vendredi et pourquoi pas le samedi ou le dimanche, c'est encore le minimum syndical. Faites ça et vous allez obtenir des résultats décents. Vous travaillez tous les jours pendant 45 minutes, eh bien vous allez obtenir des résultats merveilleux. Mais en tout cas, 3 à 4 fois par semaine, plus l'exposition avec votre prof, au moins 2 fois par semaine, là c'est bien. Pas besoin de 4 heures par jour, par exemple, non. Et n'oubliez pas que c'est la régularité qui fait la différence, car le talent seul ne suffit pas. Vous savez que j'ai créé les astuces de grammaire française. Bien sûr que les astuces vous aident à minimiser jusqu'à 50% le temps que vous allez passer à apprendre la grammaire. Mais après, il faut que vous pratiquiez, il faut que vous parliez, il faut que vous fassiez des exercices. Donc, pas de formule magique, juste du temps, de la discipline et de la volonté. Voilà. Et en fait, c'est comme la musculation. Si vous faites du sport, vous savez ce que c'est. Vous ne pouvez pas vous faire des muscles si vous n'allez pas à la salle de gym presque tous les jours, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut faire des muscles si on se rend à la salle de gym 1 fois par semaine? De même pour le français, pour parler couramment, il faut parler, écouter, s'exercer, s'entraîner, faire des exercices, écouter des podcasts, lire, écrire encore et encore. Parce que sinon, le jour de l'examen, vous serez seul face à la feuille, face à votre copie et face à votre niveau. Donc, sans sueur, pas de victoire. Sans effort, pas de diplôme. Bon, après 20 ans de carrière, c'est la première fois que ça m'arrive. Comme quoi, faut jamais dire qu'on a tout vu, qu'on a vu de toutes les couleurs. Posez-vous la question alors, est-ce que je suis prêt à faire ce qu'il faut pour réussir? Si oui, foncez. Sinon, attendez un peu, préparez-vous mieux, réfléchissez. Parce que la réussite, ce n'est pas un miracle. C'est un chemin. Et ce n'est pas un sprint. C'est un marathon. Et en tout cas, l'apprentissage d'une langue, c'est un marathon. Mais ce n'est pas infaisable. Et moi, alors, je suis là pour vous accompagner, mais je ne peux pas marcher à votre place. Gardez ça de moi. Bon, je vais vous laisser parce qu'il va faire bientôt nuit. J'ai tous les moustiques qui m'attaquent en ce moment. Et je vous dis à bientôt.